Nous abordons maintenant le dernier sujet de nos discussions d'aujourd'hui, la revitalisation des zones rurales. Ce sujet peut sembler loin de nos vies, mais il revêt en réalité une grande importance. De même, je vais commencer par poser la question à notre ami, Monsieur ChatGPT. Alors, Monsieur ChatGPT, pourquoi est-il important de revitaliser les zones rurales? La revitalisation rurale est lancée afin de revitaliser les zones rurales en proie à divers défis tels que la dépopulation, le déclin économique et la détérioration des infrastructures. En parallèle, elle vise à exploiter le potentiel souvent sous-estimé des régions rurales en termes de ressources naturelles, d'agriculture, de tourisme et de développement économique local. En renforçant les économies locales, en améliorant les infrastructures et les services, et en soutenant les communautés locales, la revitalisation rurale cherche à créer des environnements plus viables et attractifs pour les habitants et les entreprises rurales. Pour rebondir sur l'intervention de M. ChatGPT, je dirais que la revitalisation rurale vise à redonner vie aux campagnes, vise à redonner vie aux zones rurales. Il s'agit de créer un environnement favorable à l'emploi, favorable au bien-être dans les zones rurales. Il est essentiel de prendre en compte le développement des zones rurales. La Chine et l'Afrique ont de nombreux projets dans ce domaine. Par exemple, en Afrique, l'agriculture et l'élevage sont des secteurs clés dans la plupart des pays. Ces secteurs d'activité sont le plus souvent pratiqués dans les zones rurales qui sont de nos jours vidées de leurs bras valides. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le continent, il faut impérativement revitaliser les zones rurales, les rendre attractives afin de dissuader les jeunes de migrer vers les grandes agglomérations ou encore vers l'Occident qui n'est pas disposé à les accueillir. Dans le cadre de la coopération sino-africaine, le développement de l'agriculture occupe une place de choix. Que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, la Chine partage son expérience en matière de développement agricole avec l'Afrique. Cela peut aider à transformer radicalement le visage des campagnes africaines. Oui, j'ai entendu dire qu'à la fin de décembre 2023, le projet de télévision par satellite Village connecté de la Chine en Afrique a été achevé avec succès dans 20 pays africains, couvrant 9512 villages africains. Il a bénéficié directement à plus de 190 000 familles, enrichissant considérablement la vie culturelle et intellectuelle des populations rurales locales et couvrant une fenêtre sur le monde pour les villages reculés d'Afrique. Et Momini, quel est votre commentaire? Merci pour la question. Ça, c'est un sujet très important pour moi. Pourquoi? D'abord, comme M. ChatGPT vient de le dire, l'importance de raviver les zones rurales, ça c'est très intéressant puisque ça permet d'éviter vraiment la migration de la population de la zone rurale vers les zones urbaines, comme M. Karim vient de le souligner en amont. Donc, et en plus de cela aussi, ça permet aussi de euh, améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Et puis la lutte contre la pauvreté, ainsi de suite. Ça, c'est les avantages de la revitalisation des zones rurales. Et au-delà de ça, par exemple, si je donne un exemple bien précis. Et moi, je viens d'un milieu agricole. Donc, dans la zone, par exemple, où je viens, Kolondieba, au Mali, auparavant, nous avons seulement des agriculteurs qui n'arrivaient même pas à se servir, à subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc, avec l'amélioration de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture maintenant, ils sont en mesure de vivre de leur production. Et au-delà de ça, par exemple, quand on parle de la construction des routes dans les zones rurales, cela a permis aussi aux agriculteurs, mais je veux dire, de pouvoir transporter ce qu'ils produisent vers les zones urbaines, ce qui leur permet aussi d'améliorer leurs conditions de vie et aussi ça crée de l'emploi dans les zones rurales. Donc je pense que la revitalisation des zones rurales, c'est un sujet, sinon c'est une grande étape pour le développement d'un pays tout entier. Puisque comme la Chine c'est un peuple qui a une histoire d'agriculture, sinon qui vient de l'agriculture. Et c'est la même chose chez nous. Donc si on peut s'appuyer sur le côté agriculture pour permettre de réduire la pauvreté dans tout le pays entier.
Donc ça c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça va être un grand pas vers l'ouverture des zones rurales. Effectivement, j'ai envie de vous donner un exemple que j'ai vu de mes propres yeux. C'était il y a 2 mois, je suis allée à un comté qui s'appelle Zhongjiang, dans le sud de la Chine. Et là-bas, Zhongjiang était autrefois un comté très pauvre jusqu'à 2021. Et pour sortir de cette situation, ils ont essayé de plusieurs façons, par exemple de promouvoir leurs différentes activités culturelles et sportives locales, mais sans grand succès. Et c'était l'année dernière, en 2023, ils ont commencé à faire un tournoi de football qui s'appelle Super League. C'est un tournoi de foot qui se joue entre les différentes villageois. L'année dernière, il y avait une vingtaine d'équipes qui y participent et grâce à l'aide de l'Internet, ça a répandu dans toute la Chine. Seulement l'année 2023, il y avait plus de 7 millions de touristes qui y sont allés juste pour voir la Super League, qui a donné un revenu de plus de 8 milliards de yuan, soit à peu près plus de 1 milliard d'euros de revenus local. Et c'est un exemple typiquement sur la revitalisation rurale chinoise grâce à l'aide de la nouvelle technologie et l'Internet. Et auparavant, il y a beaucoup d'habitants de Zhongjiang qui avaient travaillé dans d'autres villes ou même à l'étranger, qui sont revenus petit à petit dans leur ville natale pour y travailler. Donc, que nous sommes tous sur la même longueur d'onde à propos de la revitalisation rurale. Donc, il s'agit de véritablement connecter, ouvrir les campagnes aux zones urbaines, créer aussi la connectivité en valorisant aussi le potentiel d'emplois qui sont dans ces zones, qui sont négligés. Donc, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau agricole ou encore dans d'autres secteurs, il suffit d'injecter de l'énergie positive, il suffit de créer de nouvelles initiatives pour redonner vie à ces zones, pour, comme l'a souligné Moumini dans son intervention, maintenir les habitants sur place. Au lieu que les campagnes se vident, il faut travailler à les rendre beaucoup plus attractives, à apporter le développement aussi dans ces zones, parce que ce sont des zones de vie, ce sont des zones aussi qui font partie des pays. Donc, il faut véritablement les porter, il faut les insérer dans le processus de développement. Juste pour m'appesantir un peu sur l'exemple donné par Mediao, puisque souvent il y a des options, on peut choisir, on peut vouloir s'appuyer sur ces options-là pour booster l'économie rurale et autres. Mais souvent, l'option choisie n'est pas la bonne souvent. Et on peut prendre du temps en train de travailler là-dessus, mais ça ne donne pas le résultat escompté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs options on peut essayer d'autres options puisque si je me rappelle bien de son exemple, donc la population de Soudan, ils ont utilisé des moyens en avant et ils ont duré là-dessus, ça n'a pas donné le résultat qu'ils attendaient. Mais après l'autre option qu'ils ont donnée, je pense que ça va avec la modernisation, la technologie aujourd'hui. Et ça a atteint un grand nombre de publics et cela a permis à ces populations de vraiment répondre à leurs besoins et par finir, ça a permis vraiment un développement hors commun. Donc, je pense que ça, c'est aussi des options qu'on peut, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit des particuliers, qu'on peut vraiment suggérer aux populations dans les zones rurales, je veux dire. Donc, du coup, pour leur permettre toujours d'adapter leur économie, d'adapter leurs conditions de vie à la nouvelle technologie aujourd'hui, qui est un moyen pour nous de pouvoir booster, de pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Mais c'est le moment de demander les opinions de nos invités en ligne. Alors Tricia, cette année, vous avez couvert les 2 sessions 2024 en Chine. Quelles sont vos impressions sur le développement rural en Chine et quelle inspiration de la stratégie et la pratique chinoise en matière de revitalisation rurale peuvent-elles offrir à votre pays? Merci beaucoup. Lors de la couverture des 2 sessions 2024 en Chine, j'ai pu constater de près les efforts déployés par le gouvernement chinois en matière de développement rural. J'ai été impressionnée par les initiatives, ça je dois le dire, visant à revitaliser les régions rurales telles que l'amélioration des infrastructures, le soutien aux agriculteurs locaux et la promotion du tourisme local.
Dernièrement, j'ai eu l'occasion de visiter la province de Jiangsu, mais là, je n'avais pas l'impression d'être en province parce que j'ai vu comment cette province a innové en parlant de la technologie, mais aussi des infrastructures. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est que la province de Jiangsu arrive à marier au fait la technologie et l'artisanat. Et là, je donne l'exemple du four Dragon, et qui a combiné au fait la technologie et l'artisanat. Donc, ça m'avait vraiment impressionné. Et ces stratégies et pratiques chinoises en matière de revitalisation rurale peuvent servir d'inspiration à d'autres pays, y compris le nôtre, la RDC. Et en observant comment la Chine parvient à transformer ces zones rurales en pôles d'activité économique dynamique, nous pouvons tirer en tout cas des leçons précieuses pour améliorer notre propre politique de développement rural. Et en particulier, nous pourrions nous inspirer de la manière dont la Chine implique activement les communautés rurales ou locales dans la prise de décision et la mise en œuvre des projets de développement à travers tous les pays. Donc, c'est vraiment ça. Nous allons, étant ambassadrice au fait de la RDC en Chine et de la Chine en RDC, en tout cas, nous allons faire de notre mieux pour y arriver. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, Ababakar, comparativement à la situation en Chine, quels sont, selon vous, les défis du développement rural en Afrique et quel rôle les jeunes entrepreneurs comme vous peut-ils jouer dans la revitalisation des zones rurales de leur pays? Merci beaucoup. Comparaison n'est pas raison. Je ne vais pas jamais m'aventurer de comparer la revitalisation des zones rurales de la Chine à l'Afrique. Non, parce que c'est carrément différent. Nous, quand je montre un village chinois dans mes moments sur Facebook et au YouTube, je dis que ça, c'est le village de Yiwu ou le village de ça. On me dit non, ça, c'est pas un village, c'est une grande ville. Donc, les gens, il ne faut même pas qu'on s'aventure à comparer. Mais nous connaissons quand même les défis. Les défis liés au développement en Afrique sont divers et très complexes, aussi complexes que la précarité économique. Les causes du retard du développement rural en Afrique sont en quelque sorte le manque d'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau potable et l'assainissement, etc. Le marché de l'emploi dans les zones rurales est quasi inexistant, à part quelques emplois occasionnels. Donc, en tant qu'entrepreneur en Chine, nous pouvons faire beaucoup de choses parce que l'expérience que nous avons reçue ici, on peut essayer de la transposer ailleurs au pays. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'actions dans ce sens. En 2017, j'avais signé un partenariat public-privé avec le village de Mampatim, qui est à Kolda au Sénégal. Ce village, il y a beaucoup d'associations de femmes qui s'activent dans la riziculture et la production d'arachide. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé une idée pour les aider. J'ai amené un tracteur grand modèle pour les aider à cultiver leurs champs. Et aussi, je leur ai amené une rizerie, une machine, une unité de production de riz. Donc, cette rizerie les aide à transformer le riz qu'ils cultivent, le riz paddy qu'ils cultivent à du riz blanchi. Donc, arriver à faire la transformation avec cette machine et à utiliser ce riz pour leur propre consommation et à revendre à l'extérieur. Donc, je les ai aidés aussi à avoir une décortiqueuse d'arachide de 3 tonnes, d'une capacité de 3 tonnes par heure. Il y a aussi, en 2022, personnellement, je suis rendu au Sénégal avec des partenaires chinois. On a amené des matériels agricoles, des pompes immergées pour que les paysans ou les agriculteurs puissent accéder à l'eau. C'est des pompes immergées solaires qui marchent avec le solaire. Donc, on a fait ça et on a aidé beaucoup de paysans à pouvoir cultiver
toute l'année. Mais c'est insuffisant parce que nous, on a les maigres moyens qu'on dispose, on ne peut pas tout faire. En plus de ça aussi, l'État, nos États nous bloquent. Moi, on a essayé de me freiner pour des raisons politiciennes, etc., etc. Donc, c'est ça les véritables défis de l'heure pour l'Afrique. J'espère que nous, les entrepreneurs et nous, tous qui ont vécu en Chine, on pourra s'inspirer du modèle chinois et le transposer chez nous. Merci beaucoup, Ababakar. Vous avez fait beaucoup d'effets dans ce domaine. Et alors, Tefiniana, vous avez participé à de nombreux projets de construction d'infrastructures importantes, tels que des ponts, des routes dans des régions rurales de Madagascar. Et quel est l'impact positif de ces projets dans la revitalisation de l'économie et la vie des habitants locaux? Il y a une infrastructure qu'on doit mettre d'abord pour que c'est une sorte de plateforme que tous les gens, tous les concernés doivent y accéder dans un même niveau. Donc, nos projets à installer un kiosque numérique. Cette kiosque, c'est un genre de banque de données dans le milieu rural. Ça veut dire on peut y accéder où on trouve un engrais, par exemple, où on trouve des matériels appropriés à la culture que nous voulons le faire. On peut aussi voir dans ces kiosques où on peut avoir, après le code, qui peuvent acheter les produits. Tout ça, on peut voir dans cette kiosque-là. Donc, quand les zones rurales, les mondes ruraux ayant cette opportunité, ça a un impact direct sur le milieu rural parce qu'il n'y a pas de difficulté aux échanges, même au niveau d'information, même au niveau des technologies, même au niveau de tout ce qui concerne à son activité. Donc, ça peut aider, ça donne de motivation à ces gens-là de cultiver plus qu'il avait fait avant. Actuellement, les projets, non seulement travailler sur la route principale, mais surtout les pistes qui relient sur la route principale. Ça veut dire les pistes rurales qui connectent les routes nationales. C'est ça que nous avons travaillé actuellement. Donc, nous comptons de faire 500 km de pistes connexes actuellement. À chaque fois que nous faisons des projets, donc il y a une évaluation. Et cette évaluation permet de savoir quel est l'impact sur la zone rurale. Donc, à ces propos, on demande aux paysans qu'est-ce que cette route apporte pour lui. Donc, après l'interview que nous avons faite, après l'évaluation que nous avons faite, ils sont satisfaits. Ils sont très contents parce qu'ils arrivent à sortir leur culture. Parce que la plupart, 50% de leur culture, ils ne peuvent pas sortir à cause de la route, l'état de la route. Donc, ça c'est un. Deuxième chose, il peut envoyer ses enfants à étudier dans une grande école. C'est ça le plus important pour que leur enfant puisse avoir de l'éducation appropriée et amène d'amélioration à leur niveau de vie. Il a parlé de kiosques à données qui a été créé en zone rurale pour permettre, par exemple, aux paysans d'avoir accès facilement à l'engrais pour alimenter leurs champs et de aussi accroître leurs revenus, le rendement agricole, aussi de leur permettre d'avoir une certaine autonomie financière pour envoyer leurs enfants
dans de bonnes écoles. Je pense que c'est aussi ça l'esprit de la revitalisation rurale. Voilà un peu le commentaire que je pouvais faire avant de revenir à notre ami Gérard du Cameroun. Monsieur Gérard, pouvez-vous parler de la manière dont la technologie chinoise contribue au développement agricole et à la revitalisation rurale et à la sécurité alimentaire au Cameroun? Surveille de 2014, la prévalence de malnutrition chronique, encore appelée retard de croissance, est de 31,7% au Cameroun. Alors, vous comprenez donc que le Cameroun est actuellement confronté dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Alors, d'autre part, il faut dire que la population rurale qui est active dans l'agriculture vieillit et n'a pas encore adopté les méthodes modernes de production. Et c'est là où il faut peut-être appeler la Chine. Et la Chine, nous allons y arriver, la Chine est déjà là depuis. En effet, le Cameroun est doté depuis 2013 d'un lycée technique et professionnel agricole à Yabassi dans la région du littoral. Les travaux avaient été financés entièrement par la Chine à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Donc, on parle de 2013, mais la structure est entrée en service depuis 2017 et forme et a même déjà formé plus de 500 professionnels agricoles dans la culture du riz irrigué. Alors, précisons que le lycée technique et professionnel agricole de Yabassi dans la région du littoral est un premier du genre au Cameroun et donc contribue significativement à l'amélioration de la production agricole au Cameroun. Il faut ajouter que le projet agro-industriel de Nanga Mboko, l'un des plus anciens projets agricoles mené par la Chine au Cameroun, fait également dans la culture et la transformation de produits tels que le riz, le maïs, le manioc, mais aussi l'élevage des autruches, la formation et la recherche, parce que ce projet a capté beaucoup de nos doctorants dans la recherche de l'amélioration des semences, de l'amélioration des techniques agricoles en général. Alors, le projet a été lancé en 2006 et on compte un peu plus de 10 000 jeunes Camerounais déjà formés par les Chinois afin que cette technologie agricole soit transportée dans les zones rurales du Cameroun. Rappelons que le Cameroun est un pays à dominance agricole avec 27% de son PIB provenant de ce secteur, malheureusement encore exploité à la force des bras avec des méthodes essentiellement archaïques. Mais tout porte croire qu'avec des méthodes plus techniques, les activités agricoles dans les zones rurales du pays peuvent à nouveau se relancer de manière plus performante et productive. Et pour le faire, je pense qu'il faut non seulement doter les paysans camerounais des techniques nouvelles, mais aussi les équiper avec des équipements agricoles de seconde génération. Il faut également les former. Et je pense que la Chine est la bienvenue dans ce domaine parce que, voyez-vous, en RDC, au Congo, au Gabon, qui sont des pays très proches voisins du Cameroun, la Chine est en train de renforcer davantage sa coopération dans le secteur agricole. Ça se passe sous les yeux de tout le monde. Tout le monde peut témoigner cela. Et actuellement, au Cameroun, seul là où et la machette ne suffisent pas, et pire encore, la grande activité agricole du pays est saisonnière. Il faut scruter le ciel pour implorer les pluies qui arrosent les petites plantations que les paysans ont pu créer au milieu d'une forêt. Vous voyez que l'arrivée des Chinois avec des techniques d'irrigation, des techniques de transformation, ça peut amener le pays à changer en termes de pratiques agricoles. Vous comprenez donc que l'État du Cameroun mène certainement des actions en collaboration avec les entreprises agricoles et les ONG environnementales, ainsi qu'avec le soutien de la Chine, mais les efforts ne sont pas encore suffisants. Peut-être qu'il faudra une nouvelle volonté manifeste du transfert des technologies agricoles entre le Cameroun et la Chine afin qu'on arrive aux résultats encore plus satisfaisants.
Alors, ceci à travers la création des autres projets pilotes dans le secteur pour soutenir valablement et continuellement les paysans qui ne pensent qu'à l'agriculture comme source de revenus importante pour eux. Je pense qu'il a touché essentiellement aux aspects vraiment essentiels. Et d'abord, il a parlé des défis liés au développement agricole dans nos pays, puisque quand on parle du Cameroun, ça nous renvoie aussi à beaucoup d'autres pays en Afrique. Donc, de ce point de vue, je pense que les défis auxquels l'agriculture dans nos pays sont confrontés, d'abord, ça, c'est la forme traditionnelle. Dans la forme traditionnelle, ça s'appuie essentiellement sur l'énergie physique et ce qui donne un rendement indésirable, on peut le dire, non satisfaisant, je veux dire. Donc, du coup, euh, pour pouvoir vraiment améliorer, sinon apporter un changement significatif, il faudrait vraiment euh, le transfert de compétences dans le cadre de nos partenariats. Et c'est là, on a bon espoir qu'avec la coopération entre la Chine et nos pays, cela va intervenir avec le temps. Et du coup, l'agriculteur va être en mesure de produire suffisamment ce qu'il en a besoin comme alimentation et même pour en faire son domaine de travail, pour en faire un moyen qui peut faire un rendement économique vraiment qui va conduire à l'indépendance totale, sinon au développement économique vraiment que nous souhaitons. Entre la Chine et l'Afrique, il y a une coopération agricole qui est très dynamique. Il a parlé d'une école agricole qui a été créée et de la formation de plus de 10 000 jeunes Camerounais dans le cadre agricole. Je peux dire que dans ce sens que la coopération est très, très dynamique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens puissent bénéficier véritablement, que concrètement, cela se traduise sur le terrain. Voilà. Il faut qu'au-delà de la formation dont ces jeunes bénéficient, il faut que ils bénéficient également de l'accompagnement pour mieux transposer ces connaissances acquises là sur le terrain. C'est dans ce sens que véritablement cette contribution de la Chine là peut être valorisée. Donc il faut que au niveau des pays africains, il y ait la volonté véritablement d'accompagner ceux qui bénéficient de ces formations, voilà, à les mettre en pratique, parce que ce sont des expériences nouvelles qui viennent d'ailleurs, qui peuvent inspirer les pratiques que nous avons. Et c'est très important. Donc, il a également souligné la nécessité de renforcer les campagnes agricoles, les campagnes dans le domaine agricole, en investissant de façon structurée et en fonction des spécificités de chaque région, voilà, les potentialités en les valorisant davantage. Et pour revenir précédemment, lorsqu'il parlait un peu de la revitalisation rurale, il a évoqué la question des forêts au Cameroun. J'aimerais quand même m'appesantir un peu là-dessus. Il a dit qu'au-delà des forêts naturelles que le Cameroun a, il y a eu l'initiative de créer des forêts artificielles à travers les reboisements. Donc, ça veut dire que les questions environnementales, notamment le développement durable, ce sont des questions qui sont prises en compte au-delà des défis nombreux que l'Afrique affronte. Voilà, l'Afrique n'est pas en marge des questions de développement durable. Et il a cité des exemples qui montrent que, au-delà des nombreux défis, les gens sont conscients qu'il faut s'armer face au changement climatique. Il a également pris l'exemple du cadre juridique au Cameroun concernant la protection des forêts qui est réactualisé pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et il a également pris l'exemple de la coopération entre le gouvernement camerounais et les organismes internationaux et les organismes et les organisations non gouvernementales qui agissent dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est une coopération qui permet de protéger, parce que quoi qu'on dise, le Cameroun appartient à la zone du bassin du Congo. Ils ont une forêt commune entre les pays comme la RDC, la Centrafrique et autres. Ils ont une forêt commune qui constitue un grand poumon pour la planète. Et donc, ce sont des initiatives qu'il faut véritablement encourager, qu'il faut mettre en exergue. Donc, pour conclure, je dirais que la question du développement durable est aussi prise en compte en Afrique, au-delà des défis que le continent affronte.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, effectivement, il y a une logique ou une liaison étroite entre nos trois sujets aujourd'hui. Oui, évidemment, comme vous l'avez si bien dit, entre les trois thèmes que nous avons eu à débattre, il y a forcément une liaison ces trois parties qui ne sont pas séparables en quelque sorte. Puisque quand on parle de la technologie, ça va avec, dans les deux autres parties, on peut l'appliquer dans chacune de ces parties. Par exemple, quand on parle de développement durable, nous avons aussi besoin de nous adapter à travers la technologie ou d'autres moyens, puisque le réchauffement climatique et autres choses comme ça, par exemple. J'ai pris un exemple depuis au début sur comment on fait pour que les gens puissent être encouragés à protéger l'environnement. Là-bas, on est en train de faire une sorte de jumelage entre la protection de l'environnement et la nouvelle technologie. Et d'autre part, sur le côté agriculture ou développement rural, comme M. Girard a le souligné, nous sommes obligés de pouvoir moderniser, qu'est-ce que ce soit avec la nouvelle technologie, moderniser notre système agricole afin de subvenir aux besoins ou bien atteindre les besoins, les résultats escomptés. Donc, je pense que nos trois thèmes vont ensemble en quelque sorte, donc ils sont inséparables. Merci. Les échanges d'aujourd'hui ont été vraiment passionnants et m'ont permis de mieux comprendre les relations entre l'Afrique et la Chine. Effectivement, Coco, les échanges ont été très enrichissants. Là, nous espérons que nos discussions d'aujourd'hui inciteront davantage de jeunes Chinois et Africains à utiliser pleinement leur potentiel pour renforcer l'amitié sino-africaine et promouvoir le développement conjoint des deux parties. Merci à vous tous. Merci les invités en ligne. Merci. Merci. Merci.